statement on behalf of the diplomats accredited in DRC. My name is George Masafu, the Ambassador of Kenya accredited in DRC. I have the pleasure to make these brief remarks on behalf of the Diplomatic Corps accredited in Kinshasa on this year's greeting ceremony hosted by Your Excellency President Felix Tshisekedi, President of the Democratic Republic of Congo. Our remarks will focus on two main areas, the security and political. We wish to congratulate Your Excellency for the peace-building efforts and initiatives taken over the past 12 months to reach the stability of the Democratic Republic of Congo and therefore expand the trade and business opportunities and open up the large markets for more growth and development within East Africa and Africa. We also welcome the peace initiatives taken by the East African Community Heads of State and the African Union through the Nairobi and Rwanda processes to support peace and stability efforts in the Democratic Republic of Congo. On the security front, we would like to commend your President, your leadership, and efforts to silence the guns, including the Nairobi EAC-led peace process. The Nairobi 3 ended on 6th of December 2022 with an agreement for continued dialogue between the government and the local communities. The removal of foreign armed groups from the country will in many ways stabilize this country. We therefore wish to congratulate President Tshisekedi for his endless efforts to address the root causes of insecurity in the eastern part of DRC, and by the way, move the eastern region from a war zone to an economic zone. We welcome the deployment and operations of the East African Community Regional Force in the east of DRC, which should contribute along with other actors to the stabilization of the DRC and also of all the Great Lakes region. On the political front, we welcome the government of the DRC's commitment to hold elections in 2023 in accordance with the constitutional framework. We commend the revision of the electoral law by the National Assembly, featuring provisions that increase transparency, and its further enactment by the President of the Republic. We therefore support the ongoing voter registration and identification in the first operational zone, which includes 10 provinces as per the electoral calendar published by the CENI. We note that the said calendar clearly highlights the key dates of major pre-electoral and electoral operations. This is an important step in complying with the constitutional deadline. We believe regular, free, and transparent elections are a foundational component of political freedom. Political freedom indicates and supports democracy. There can be no democracy without regular elections. Regular elections, therefore, give democratic legitimacy to governments to rule over the people. We believe with the ongoing electoral reform process, DRC is actually joining the modern democratic nations that observe and promote the rule of law. The DRC, in step-by-step moving from trouble and unstable risk country to a stable, safe, and prosperous nation with strong democratic institutions. However, it's worthwhile to mention that as ambassadors accredited to Kinshasa, we have no right to interfere in the internal matters of DRC, including elections, which is a purely internal process of the sovereign country. We therefore respect the sovereignty
and the independence of the Congolese institutions. We can only comment on matters with international implications, just as our founding fathers, the real Pan-Africanists, including Patrice Emery Lumumba. We are ready to support matters that help to stabilize and develop the DRC. We welcome the government efforts to diversify the economy of DRC and reach the better management and control of raw materials and natural resources of DRC to avoid their use and looting by armed groups. This contributes to the improvement of the peace and security situation in the eastern part of the DRC and securing lasting peace in the region. Your Excellency, Mr. President, we reiterate our availability to support the government efforts to address the humanitarian situation of IDPs and efficiently address the root causes of the conflict and promote sustainable and equitable patterns of human development. We reiterate our appreciation to the UN and AU and all regional and global leaders for their support for the ongoing regional peace processes for peace and stability in DRC. We will be consulting you privately on other items that need your guidance. We reiterate our solidarity with the government and the people of the DRC in their quest for lasting peace and reaffirm our respect for territorial integrity, sovereignty, and political independence in the DRC. Though belatedly, Your Excellency, allow me on the behalf of the ambassadors accredited to this country to wish you a happy new year. I thank you for your attention. Now, I've spoken in English because I'm a Kenyan, and the speech is translated also in French, and maybe a summary of the French version can also be presented. But the translate? Yeah. Thank you. Très respectueusement, nous invitons son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour son discours. Honorable Président de l'Assemblée nationale et du Sénat, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Mesdames et Messieurs, je vous remercie tous pour votre présence à la cérémonie de ce jour et particulièrement vous, Messieurs le doyen du corps diplomatique, pour les vœux de Nouvel An 2023 que vous m'avez formulés à mon endroit, à ma famille ainsi qu'au peuple congolais, au nom du corps diplomatique et consulaire ainsi que des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs, l'année 2022 dont nous venons de tourner la page a été marquée sur le plan international essentiellement par la diminution très sensible de la propagation de la pandémie de coronavirus Covid-19, l'éclatement de la guerre entre la Russie et l'Ukraine et par la tenue de la COP27 à Sharm el-Sheikh en Égypte. Si nous nous réjouissons de l'arrêt quasi total de la propagation exponentielle du Covid-19 grâce au progrès de la science médicale et à la solidarité internationale, force est cependant de constater que la guerre russo-ukrainienne nous ramène à une époque de l'histoire de l'humanité révolue, en vidant de leur substance les fondamentaux sur lesquels reposent les relations entre les nations
à savoir notamment le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale des États. Elle met à nu l'obsolescence du principe de l'équilibre des forces issues de la dernière guerre mondiale, de même que les faiblesses des mécanismes de règlement des conflits internationaux en vigueur, fondés sur la puissance de feu des États, mieux la capacité destructive des belligérants. De même, l'accentuation de la crise énergétique et alimentaire que la guerre russo-ukrainienne a provoquée particulièrement dans les pays en développement appelle à la réflexion sur la pertinence du modèle de coopération nord-sud dans ces domaines. La position de la République démocratique du Congo sur ce conflit reste ancrée sur le respect du droit international et le dialogue pour une solution négociée de la crise, comme l'a préconisé l'Union africaine. Aussi, lance-t-elle un appel pressant aux protagonistes de suivre la voie de la sagesse proposée par les Africains, en lieu et place de se lancer dans une escalade militaire comme nous l'observons aujourd'hui, impuissant. Une telle escalade n'incite pas à l'optimisme et plante le décor d'une conflagration qui risque de reproduire les tragédies du passé. Quant à la 27e conférence des parties à la Convention des Nations Unies sur les changements climatiques, COP27, elle a offert à la République démocratique du Congo l'opportunité d'affirmer sa participation active au leadership dans la lutte contre les changements climatiques, tant au niveau africain que mondial. Mon pays a atteint cet objectif global d'abord par l'organisation, en collaboration avec la République arabe d'Égypte et en partenariat avec les États du bassin du Congo, des travaux préparatoires de la COP27, l'après-COP 27 successivement à Yangambi du 5 au 7 septembre 2022 pour le segment scientifique et à Kinshasa du 3 au 5 octobre de la même année pour le segment ministériel. Ensuite, au cours des travaux proprement dits de la COP27, la République démocratique du Congo a contribué notamment à renforcer l'intérêt de la communauté climatique internationale sur le bassin du Congo et tisser des partenariats utiles pour matérialiser notre rôle naturel de pays solution à la crise climatique. À cet effet, elle a obtenu notamment la création d'un fonds spécial pour les pertes et préjudices en synergie avec les pays du G77 et la République populaire de Chine, ainsi que le financement du projet de l'initiative mobilité sur les changements climatiques pour l'année 2023, ce qui permettra à l'État congolais d'anticiper sur les mesures d'atténuation de catastrophes liées au changement climatique. Je salue ici également la signature entre la République démocratique du Congo, le Brésil et l'Indonésie d'un accord de mutualisation des stratégies face aux enjeux mondiaux sur le climat. Cependant, en dépit de ces résultats encourageants, nos inquiétudes demeurent quant à la mise en œuvre effective de belles résolutions adoptées et des promesses faites lors de différents forats internationaux sur les changements climatiques, particulièrement dans le cadre des conférences des parties à la Convention des Nations Unies sur ces changements. À ce sujet, mon pays ne cesse de stigmatiser le manque de volonté politique et la mauvaise foi manifeste des pays du G20, responsables de près de 80% de la pollution atmosphérique et de la destruction de la biodiversité, qui n'honorent pas leurs engagements, particulièrement envers les pays les moins avancés, pour encourager leurs efforts de préservation de l'écosystème. La conséquence logique de ce comportement du G20 est que le niveau de réchauffement climatique ne baisse pas, en dépit de multiples proclamations de foi, des annonces de contributions et de nombreuses résolutions prises. Pour la République démocratique du Congo, le combat contre le changement climatique ne peut être gagné que s'il est collectif, c'est-à-dire impliquant la mutualisation des efforts, la justice
et la solidarité internationale. C'est pourquoi mon pays reste ouvert à la coopération et au partenariat constructif en la matière, notamment dans la transition énergétique et l'optimisation de l'exploitation de ses ressources naturelles pour booster son économie et améliorer les conditions de vie de ses populations, tout en sauvegardant sa biodiversité dans l'intérêt de l'humanité tout entière. C'est ici le lieu de mentionner spécialement la création du groupe de travail conjoint États-Unis d'Amérique, République démocratique du Congo sur les énergies renouvelables, la conservation et la gestion des forêts congolaises, ainsi que l'accord signé avec la Zambie sur le projet d'implantation de l'industrie de fabrication de batteries électriques, projet appuyé par les États-Unis. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, l'Afrique a vécu aussi l'année 2022 au rythme du sommet Union européenne-Union africaine tenu à Bruxelles du 17 au 18 février, de la conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique, la TICAD, à Tunis du 27 au 28 août 2022 et enfin du sommet États-Unis-Afrique organisé à Washington du 13 au 15 décembre dernier. Les différentes rencontres internationales de haut niveau entre les leaders africains et ceux des pays d'autres continents témoignent de l'intérêt de plus en plus croissant porté sur l'Afrique comme terre d'avenir et du rôle stratégique qu'elle doit jouer sur la scène internationale. Cependant, notre continent ne peut efficacement assumer ce destin et optimiser sa position actuelle que si les Africains sont unis et adoptent le même langage sur base d'une ambition commune. Ceci suppose au moins de dissensions internes et plus de capacité d'autorégulation. C'est pourquoi la République démocratique du Congo se réjouit du règlement pacifique de la crise politico-militaire en Éthiopie et en félicite le gouvernement éthiopien, le Front de libération du peuple du Tigré, ainsi que tous ceux qui ont contribué à cette solution. Elle a noté avec satisfaction la perspective du règlement du conflit qui oppose depuis plus de 10 ans, d'un côté l'Éthiopie, à l'Égypte et au Soudan. De l'autre, la perspective ouverte il y a quelques jours par les gouvernements de l'Éthiopie et du Soudan. Nous encourageons les dirigeants de ces deux pays, plutôt pays frères, à aller dans ce sens. Mon pays se félicite aussi de l'élargissement de la communauté d'Afrique de l'Est, dont il est devenu membre depuis le mois d'avril de l'année dernière, adhésion également appréciée par d'autres pays de la région. Néanmoins, la République démocratique du Congo déplore la persistance des changements anticonstitutionnels des gouvernements en Afrique, changements qui, du reste, n'apportent aucune solution ni à la problématique de la gouvernance dans les pays concernés, ni au terrorisme qui les déstabilise et tue leur population. Dans le même sens, le peuple congolais refuse d'admettre que l'Union africaine et les communautés régionales peinent souvent à éteindre les foyers de tension en Afrique, se limitant à des déclarations et des formules alambiquées, peu suivies des faits, ou, dans le pire des cas, se font aphones, sinon indifférentes, là où ils demeurent d'œuvrer rapidement pour faire avancer le développement du continent. Nous, Africains, réduisons nos chances de progrès et d'intégration si nous ne nous libérons pas de telles pesanteurs qui nous privent des capacités d'émancipation collective et nous maintiennent dans la dépendance extérieure. C'est pourquoi la République démocratique du Congo insiste sur la nécessité d'accélérer la réalisation de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECA-FANSIG, et des projets intégrateurs inscrits dans l'agenda 2063 de l'Union africaine. Nous appelons aussi l'Union africaine et les communautés régionales à œuvrer sans relâche
à l'éradication des groupes armés et du terrorisme dans les pays africains. Ce fléau est un véritable cancer qui ruine nos efforts de développement national, détruit nos populations et les relations entre nos États. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, depuis l'année dernière, j'ai eu le privilège d'être porté par mes pairs de la Communauté économique des États d'Afrique centrale, la CEEAC en sigle, et ceux de la Communauté pour le développement de l'Afrique australe, la SADC en sigle, successivement à la tête de ces deux organisations régionales. Je leur en sais très gré. En ma qualité de président en exercice, ma préoccupation majeure demeure de contribuer autant que je le peux à la réalisation des idéaux et objectifs de la CEEAC et de la SADC. Bientôt, je passerai le témoin au niveau du président de la CEEAC, qui trouvera certainement sur la table le dossier de la crise politique au Tchad. Avec le concours de la commission de la CEEAC, je m'emploie à créer les conditions de la solution de cette crise fort regrettable. J'appelle d'ores et déjà mes frères tchadiens de faciliter la tâche au médiateur et de travailler avec lui pour une véritable réconciliation nationale et la restauration de l'ordre démocratique républicain. Quoi qu'il en soit, l'avenir du Tchad relève d'abord de la responsabilité des Tchadiens eux-mêmes. Nul ne peut leur imposer une solution quelconque. C'est également sur cette note que j'ai l'honneur de vous annoncer que depuis ce 1er janvier 2023, la République démocratique du Congo a pris la tête de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, l'OHADA en sigle, dont j'assume la présidence de la conférence des chefs d'État et de gouvernement, tandis que la ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux de la République démocratique du Congo, assure la présidence du Conseil des ministres de cette organisation. Monsieur le doyen du corps diplomatique, mesdames et messieurs, s'agissant de la République démocratique du Congo, le gouvernement a poursuivi les efforts de réalisation de son programme d'action pendant l'année qui vient de s'écouler sur les axes prioritaires suivants: la restauration de la paix et de la sécurité, le renforcement de l'autorité de l'État, la relance de l'économie nationale, l'assainissement de la gestion des finances publiques, la lutte contre la corruption sous toutes ses formes, la construction d'infrastructures, la protection de l'environnement, l'amélioration des conditions de vie des populations, la couverture santé universelle, la gratuité de l'enseignement de base, l'autonomisation de la femme, la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes, la réhabilitation des 145 territoires administratifs du pays et la relance de la diplomatie congolaise. Dans mon discours sur l'état de la nation devant l'Assemblée nationale et le Sénat réunis en congrès, j'avais dressé le bilan de l'action gouvernementale pour l'exercice 2022. Point n'est donc besoin d'y revenir. Tout observateur de bonne foi ne peut que reconnaître les avancées significatives réalisées dans la quasi-totalité des secteurs ciblés. J'exprime toute la gratitude du peuple congolais aux partenaires multilatéraux et bilatéraux qui ont contribué à ces avancées. Je m'en voudrais si je ne rappelais pas ici deux événements historiques qui ont donné un relief particulier aux relations entre le Royaume de Belgique et la République démocratique du Congo. Il s'agit d'abord de la restitution, le 21 juin dernier, de la relique de feu Patrice Emery Lumumba, héros national et premier ministre de la République démocratique du Congo. Ce qui a permis au peuple congolais de lever définitivement son deuil conformément à nos traditions et de lui ériger un mémorial digne de son sacrifice suprême. Ensuite, la visite officielle au Congo de Sa Majesté le roi Philippe de Belgique et de son épouse la reine Mathilde
du 7 au 14 juillet. Cette visite a scellé davantage l'amitié belgo-congolaise et relancé la coopération entre les deux pays gelée depuis 2015. La République démocratique du Congo reste attachée à cette coopération et s'emploiera à réaliser tous les engagements pris. Dans le même registre, le peuple congolais se souvient aussi de la visite officielle effectuée par le président de la République de Turquie, son Excellence M. Recep Tayyip Erdogan, à Kinshasa du 20 au 21 février. Plusieurs accords de coopération ont été signés à cette occasion, dont certains sont déjà en exécution. Elle l'en remercie très sincèrement. Cependant, en dépit des progrès incontestables relevés ci-dessus, l'année dernière a été jalonnée par des épreuves douloureuses dans les relations entre la République démocratique du Congo et certains pays voisins, en particulier le Rwanda, qui, depuis 23 ans, s'est toujours octroyé le droit de nous agresser et de commanditer des crimes abominables sur notre territoire national, au mépris du droit international, de la Charte des Nations Unies et de l'acte constitutif de l'Union africaine. Monsieur le doyen du corps diplomatique, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des organisations internationales accréditées en République démocratique du Congo, m'adressant à vous qui partagez avec nous le quotidien et de ce fait témoins de l'agression de la République démocratique du Congo par le Rwanda, de son soutien au groupe terroriste du M23 et des crimes perpétrés contre la population congolaise, j'aimerais vous rappeler quelques faits. Le gouvernement congolais a publié en novembre dernier un livre blanc qui établit, preuve à l'appui, les faits ainsi que leur qualification en droit international. Après le rapport mapping d'il y a plus de 5 ans déjà, celui du groupe d'experts mandaté par le Conseil de sécurité de l'ONU du mois de septembre dernier a bien documenté le fait d'agression ainsi que l'implication active des forces de défense du Rwanda, RDF en sigle, dans les crimes de guerre et des crimes